La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Alexis Corbière. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre, qui hier matin encore était ministre de l'Intérieur. Nous ne réclamons aucune faveur. Nous voulons la justice. Hier, le mouvement France Insoumise a été traité comme s'il s'agissait d'une association de malfaiteurs. Contre nous, une centaine de fonctionnaires de police ont été mobilisés pour mener une quinzaine de perquisitions. 10 heures de perquisition. Pourquoi? Monsieur Corbière a la parole. Des données personnelles, des photos de vacances, des agendas. Pourquoi? Au nom de quelle urgence? Qui a décidé qu'un dispositif aussi disproportionné soit déployé? Aucune organisation politique, aucune, n'a eu à subir cela, et encore moins au stade d'une enquête préliminaire qui, je tiens à le rappeler, n'est pas diligentée par un juge d'instruction indépendant, mais par un procureur placé sous l'autorité du ministre de la Justice. Pourquoi? Nos comptes de campagne? Depuis le 8 juin 2018, nous avons demandé un réexamen exhaustif, sans réponse. Les assistants parlementaires européens, depuis 3 ans, pourquoi ne pas les convoquer pour vérifier la réalité de leur travail? Après des heures de perquisition dans notre local, aucun procès-verbal ne nous a été présenté à la signature de nos responsables. Qui peut accepter ici que l'on saisisse des fichiers de sympathisants, de militants, hors de tout cadre légal? Nous réclamons justice. C'est une question de principe pour tous, y compris pour vous. Nous constatons que le procureur n'a même pas souhaité ouvrir une enquête préliminaire sur les comptes de campagne de La République En Marche. Ni les locaux, ni le domicile personnel de son président, monsieur l'actuel ministre de l'Intérieur, n'ont été perquisitionnés. Et enfin, je ne rappellerai pas la vraie fausse perquisition de M. Benalla. Ma question, Monsieur le Premier ministre, est la suivante. Est-ce l'état de droit que celui-là? Merci. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur le député, hier, à la même heure, le président du groupe parlementaire dont vous êtes membre, le président Mélenchon, m'interrogeait sur les mêmes faits en posant une question qui allait au fond dans le même sens que celle que vous évoquez aujourd'hui. Et je lui répondais avec, je crois, un grand calme et beaucoup de précision, combien j'étais à la fois personnellement, politiquement et fonctionnellement en tant que chef de gouvernement attaché à l'indépendance de la justice. Vous m'interrogez aujourd'hui en me posant fondamentalement la même question sur un ton calme, je vous en donne évidemment acte. Il se trouve qu'entre hier et aujourd'hui, j'ai vu des images dont je veux vous dire, monsieur le député, qu'elles m'ont choqué. Et vous voyez, monsieur le député, je ne me départis jamais d'une certaine forme de mesure quand je m'exprime. Et je peux comprendre, peut-être, que dans le feu de l'action, les mots dépassent la pensée. Peut-être. Même si, quand on est un responsable politique, il est toujours mieux de maîtriser en toutes circonstances. Mais je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Mais monsieur le député, les images que j'ai vues étaient d'une très grande violence. D'une très grande violence à l'égard de fonctionnaires de police qui exerçaient leur mission. D'une très grande violence à l'égard de procédures qui ne relèvent pas du gouvernement et qui ne relèvent pas du gouvernement. Et je ne crois pas, monsieur le député, que nous gagnions quoi que ce soit à mettre en cause l'indépendance de la justice. S'il vous plaît. S'agissant des procédures qui pourraient être engagées ou qui ont pu dans le passé être engagées, j'ai le souvenir, contrairement à ce que vous avez indiqué, que des procédures ont déjà été mises en œuvre contre des formations politiques. J'en ai un souvenir assez net, croyez-moi. Et je pense que sur les bancs de cette Assemblée, il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent aussi. Des perquisitions dans des formations politiques, c'est déjà arrivé. Des mises en cause de personnalités qui ont un rôle politique ou qui ont eu un rôle politique, c'est déjà arrivé. Ça n'est jamais agréable. Mais j'observe, monsieur le député, que tous ceux qui ont été mis en cause et qui parfois ont vu,
je le reconnais, leur honneur mis en cause. Tout cela, me semble-t-il, ont systématiquement gardé, à l'égard des forces de police et à l'égard de l'institution judiciaire, un très grand calme. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Brahim Hamouche. Oui, Monsieur le Président. En cette journée mondiale de refus de la misère, ma question, au nom du groupe Modem et Apparentés, s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. J'en profite pour saluer la nomination de Madame la Secrétaire d'État qui inscrit la lutte contre la pauvreté dans nos priorités politiques. 9 millions de nos concitoyens, dont 3 millions d'enfants, vivent dans la pauvreté. Le scandale aurait pu écrire Jankélévitch est là, sous nos yeux, et nous ne le voyons plus par habitude, par paresse, pire, par indifférence parfois. La pauvreté serait devenue une fatalité. Non, le déterminisme social n'est pas une fatalité. C'est un reniement de notre promesse républicaine d'émancipation sociale. Madame la Ministre, votre stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, c'est le meilleur de notre esprit républicain. Car la liberté, l'égalité et la fraternité ne sauraient être victorieuses sans solidarité sociale. C'est tout le sens de notre projet de transformation pour un État-providence du XXIe siècle, l'éradication de la pauvreté pour sortir des inégalités de destin. 8,5 milliards d'euros programmés, c'est de l'aveu même des citoyens concertés et concernés, acteurs et bénéficiaires, un engagement sans précédent. Prévenir la pauvreté dès l'enfance, accompagner dans un emploi et mieux former la jeunesse, rétablir ces liens au travail de ceux qui, suite à un accident de parcours professionnel, de vie, de santé ou de famille, ont vu leur vie basculer, perdant toute emprise sur leur propre destinée. Madame la Ministre, cette stratégie soulève des espoirs nouveaux. Madame la Ministre, pouvez-vous détailler cette feuille de route, les moyens que vous entendez déployer pour cette stratégie réaliste d'éradication de la pauvreté? Merci. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Brahim Hamouche, merci en cette journée symbolique de me permettre de présenter de nouveau devant cette Assemblée la stratégie de lutte contre la pauvreté présentée par le Président de la République le 13 septembre dernier. Vous l'avez dit, nous avons décidé de lutter contre la pauvreté dès le plus jeune âge, là où se creusent les inégalités à la racine. Je le répète aujourd'hui, c'est une étude de l'OCDE, il faut 6 générations à un enfant né dans une famille pauvre pour espérer rejoindre la classe moyenne. 6 générations, c'est 180 années. Nous avons donc décidé d'investir massivement dans la petite enfance, en favorisant la mixité dans les crèches, en ouvrant des crèches dans les quartiers prioritaires de la ville, car nous savons que cette socialisation permet une amélioration de l'acquisition du langage et du savoir-être. Nous allons supprimer l'avance de frais pour l'accès à des gardes d'enfants et des assistantes maternelles. La politique que mène Jean-Michel Blanquer, le dédoublement des classes de CP, CE1, la scolarisation obligatoire à 3 ans, évidemment, participe de cette stratégie. Nous allons également réduire le coût des cantines scolaires pour que tous les enfants puissent accéder à la cantine à 1 € par jour pour les familles les plus défavorisées. Nous allons également proposer des petits déjeuners à l'école, car un enfant qui a faim ne peut pas apprendre, et nous le savons tous. Nous allons proposer ces petits déjeuners dans toutes les écoles de REP et REP+. Cette stratégie qui mise sur la petite enfance, elle correspond à un budget d'environ 1,5 milliard d'euros sur les 8,5 milliards d'euros. C'est l'un des piliers, évidemment, de cette stratégie. Le reste concerne les adolescents, la jeunesse et l'insertion professionnelle. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Anne Genevard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, il y a quelques jours, les médias révélaient le contenu d'une note des renseignements territoriaux sur la progression du communautarisme musulman à l'école.
refus de dessiner des représentations humaines, d'écouter de la musique, refus pour de jeunes garçons de donner la main à des petites filles, pratique du ramadan de plus en plus jeune, refus d'aller à la piscine, d'écouter certains contes pour enfants, d'utiliser du mobilier de couleur rouge, refus des voyages scolaires. 1000 cas de manquement à la laïcité ont été signalés entre avril et juin. Cette dérive communautariste ne peut être ni tue, ni sous-estimée, ni relativisée. Le mal est profond et inquiétant. En de multiples endroits de notre pays, l'école est désormais atteinte par le danger du communautarisme aggravé par le radicalisme religieux. Vous avez mis en place une cellule de signalement et d'écoute des professionnels, souvent démunis devant un phénomène nouveau par son ampleur et par la jeunesse d'enfants endoctrinés de plus en plus tôt. Cela ne suffit pas et appelle un sursaut d'ampleur dont le gouvernement doit donner le signal sans trembler. Car c'est à l'école que l'on transmet les savoirs, mais aussi les valeurs et les savoir-être. C'est à l'école que l'on dessine l'avenir de ses enfants, mais aussi celui de notre société. La réponse selon laquelle d'autres religions seraient concernées nous laisse sceptiques compte tenu des faits rapportés. Ils augurent mal d'une réponse adéquate et déterminée. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, disait Camus. Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire pour restaurer dans nos écoles la laïcité menacée par l'islam radical? Merci. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Annie Genevard, s'il y a bien un domaine où nous avons accepté et même assumé de bien nommer les choses, c'est celui-là, en agissant. Nous l'avons fait sitôt nos responsabilités prises, puisque nous avons créé un Conseil des sages de la laïcité et de l'éducation nationale qui a bien nommé les choses. C'est aujourd'hui un document de 80 pages qui est la référence pour tous les personnels de l'éducation nationale par rapport au fait d'atteinte à la laïcité. Et bien entendu, ce document, je pense, pourrait faire l'unanimité sur les bancs de cette Assemblée. La laïcité est donc bien nommée. Ensuite, nous n'avons pas voulu nous contenter de mots, nous avons voulu agir. Nous avons créé les équipes laïcité dans chaque rectorat de France. Cela signifie que ces équipes sont capables d'intervenir concrètement dans les écoles, les collèges, les lycées, chaque fois que ceci arrive. Cela signifie qu'il y a eu plus de 400 interventions de ce type depuis le mois d'avril, ce qui est considérable sur le plan de l'action, et ce qui, à chaque fois, je dis bien à chaque fois, a mis fin aux troubles qui avaient été constatés. Pour la première fois, c'est la première fois depuis une vingtaine d'années que des dérives ont pu commencer à être constatées. C'est la première fois qu'il y a un tel volontarisme de l'action publique pour aller à la racine des problèmes. Ceci s'est accompagné en plus d'un numéro, d'une adresse dédiée que tous les personnels de l'éducation nationale à laquelle ils peuvent s'adresser. Et cette adresse dédiée a permis d'avoir les signalements que vous avez indiqués. Alors oui, Madame la députée, ces problèmes sont bien réels. Et oui, je le confirme, ça peut être le fait notamment d'une religion, nous le savons tous, mais aussi d'autres religions. Je l'ai constaté. Donc il n'y a pas, ça ne sert à rien de dire le contraire de la vérité. Mais bien entendu, nous le savons tous, le fondamentalisme islamiste est derrière la plupart de ces faits. Je n'en disconviens absolument pas. Mais il se trouve qu'il y a quelques autres éléments. Mais c'est la réalité, il faut donc le dire. En tout cas, merci, nous ne nions pas le fait que ce phénomène est derrière le fondamentalisme islamiste. Et nous avons agi dans ce sens et nous continuerons. La parole est à Madame Fiona Lazard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le ministre, ils sont 18 millions de Français qui reçoivent ce mois-ci leur taxe d'habitation et constatent que nous avons bien tenu nos engagements. D'ici 2020, la taxe d'habitation sera supprimée pour 80% des Français, avec une première baisse de 30% dès cette année. Cette première baisse, elle est sans conséquence sur les ressources des collectivités locales qui sont compensées à l'euro près par l'État. Certaines ont décidé, et c'est leur liberté, d'augmenter cette année les taux. Je respecte leur choix et je condamne le lancement par une minorité d'un hashtag « Balance ton maire » sur les réseaux sociaux. Informer et dénoncer sont deux choses bien différentes, comme nous le savons ici. C'est à Argenteuil, dans ma circonscription,
que la taxe d'habitation est la plus élevée de France. Après 15 ans de hausse des taux sous des majorités municipales de gauche comme de droite, pour la première fois, cette taxe va baisser pour 4 argenteuillers sur 5, avec une économie moyenne de 236 € cette année. Vous l'avez rappelé lundi lors de votre venue à Argenteuil, Monsieur le Ministre, supprimer la taxe d'habitation, c'est une mesure pour le pouvoir d'achat des Français. Une mesure pour le pouvoir d'achat, mais aussi une mesure de justice sociale et territoriale. Car en effet, Monsieur le Ministre, était-il normal qu'à situation équivalente, on paye 1 440 € à Argenteuil et 481 à Paris? La taxe d'habitation, c'est une loterie qui n'a fait aucun gagnant. Il était temps d'en finir. Alors que nous allons acter dans le budget 2019 une nouvelle baisse de la taxe d'habitation, certains veulent entretenir un faux suspense sur la réalité de sa suppression. Pourriez-vous, Monsieur le Ministre, rassurer les Français sur la mise en œuvre de cet engagement présidentiel et nous repréciser ses modalités de calendrier et d'application? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lazare. Nous étions ensemble lundi matin à Argenteuil pour constater effectivement que plus de 85% des habitants de cette commune, la principale de votre circonscription, bénéficient d'une première baisse de la taxe d'habitation. Et en réponse à votre question, je le dis de manière très claire, très transparente, nous allons supprimer la totalité de la taxe d'habitation. Pour 80% des ménages, la suppression sera effective en 2020. Et pour les 20% de ménages restants, ce sera effectif d'ici 2022. Nous le faisons en dégrevant la taxe d'habitation de 30% en 2018, de 35% en 2019 et de 35% en 2020 pour les 80% de ménages que j'ai évoqués. Nous le faisons sans conséquence pour les recettes des collectivités locales. Et j'invite tous les maires à constater que sur les 12e de fiscalité qu'ils perçoivent, cela ne percute pas, cela ne télescope pas le niveau de leurs recettes. Au contraire, nous prenons même en compte, et c'est normal, l'évolution des valeurs locatives. Nous allons travailler avec Jacqueline Gouraud et Sébastien Lecornu pour faire en sorte qu'au printemps prochain, un nouveau modèle fiscal soit mis en place de manière à garantir, comme s'y est engagé le président de la République, l'ensemble des recettes des collectivités locales. Comme il a dit lui-même devant le Congrès des maires il y a presque un an, il faut que les collectivités disposent de ressources qui soient justes, qui soient pérennes et qui soient équitables et dynamiques. Nous travaillons à cela et nous le faisons en concertation. Il y a un certain nombre de Français qui, effectivement, n'ont pas vu leur taxe d'habitation baisser, soit parce qu'ils relèvent des 20% de Français qui ne seront concernés qu'à partir de 2021, soit pour des éléments qui peuvent être divers. Révision de leur valeur locative à la suite de travaux, modification de la composition du ménage et dans 6200 communes, une évolution à la hausse du taux en application de la libre administration et de la liberté de choix des élus locaux qui ont cette possibilité et qui aujourd'hui l'assument comme ils assument toutes leurs responsabilités. Je terminerai par un mot, Madame la députée, pour conforter votre raisonnement. L'économie et le gain de pouvoir d'achat pour les ménages, cela représente 200 € en moyenne dès cette année, 600 € d'ici 2020 et au total, ce sont 22 milliards d'euros qui seront rendus aux Français. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Elsa Fossillon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre de l'Éducation, 40 ans après les scandales de l'amiante qui ont touché et aussi tué des travailleurs, ce sont des enfants qui sont exposés à ce poison dans le milieu scolaire. Parmi les établissements qui disposent d'un diagnostic technique amiante, 38% des écoles publiques, 73% des collèges et 77% des lycées en contiennent et beaucoup n'ont pas le diagnostic. Le lycée Georges Brassens de Villeneuve-le-Roi est emblématique du déni des autorités face à la dégradation des matériaux amiantés dans les bâtiments publics. Le temps ne fait décidément rien à l'affaire, chantait Brassens. Pour ce lycée, les expertises de 2015 indiquaient qu'il n'y avait pas d'amiante. 2 ans plus tard, un grave accident amiante toujours inexpliqué a pourtant bel et bien eu lieu. Aujourd'hui, face à la vétusté du bâti et à l'état de dégradation des flocages, il est refusé d'appliquer le principe de précaution, mettant de nouveau en danger la santé d'élèves mineurs en refusant de reconnaître la légitimité du droit de retrait des personnels. Je n'y mettrai pas mes enfants, pourquoi j'accepterais d'y mettre mes élèves, disait l'un d'entre eux. Et vous, Monsieur le Ministre, que feriez-vous ? Pourquoi refusez-vous de valider ce droit de retrait des personnels du lycée Brassens en exerçant des pressions, alors même qu'après les vacances, un lycée modulaire sera disponible, construit à quelques centaines de mètres? Pourquoi refusez-vous l'accès à des salles pourtant saines au collège attenant pour que les enseignants, comme ils le demandent, puissent assurer leur enseignement? Qu'attend l'État
responsable de la construction de l'essentiel des établissements amiantés avant les lois de décentralisation, pour engager un grand plan de diagnostic et désamiantage en milieu scolaire sans se défausser sur les collectivités territoriales. Il y a urgence, Monsieur le ministre, à ne pas sombrer dans les erreurs du passé. Elles ont déjà abîmé beaucoup trop de vies. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Elsa Faucillon, il y a deux questions importantes dans votre question et les deux sont extrêmement sérieuses et méritent donc une réponse orale maintenant et des réponses beaucoup plus approfondies ensuite. Sur la question du lycée Georges Brassens, c'est un lycée qui a des problèmes de bâti depuis fort longtemps et pour lesquels des solutions ont commencé à être apportées ces derniers temps, notamment, vous l'avez dit, avec la construction d'un nouveau lycée juste à côté de l'actuel lycée. Et ce sera prêt au retour des vacances de la Toussaint, et donc les problèmes que vous venez d'évoquer seront terminés à ce moment-là. S'agissant de ce lycée, il y a donc un problème de jonction entre maintenant et les vacances de la Toussaint. Le Conseil régional d'Île-de-France, qui est compétent pour ces bâtis, a fait faire une analyse technique qui a conclu à la non-dangerosité des locaux. Là, à partir du moment où il y a une conclusion totalement fondée sur le plan technique, toutes les conséquences en sont tirées, et oui, les élèves peuvent y aller, tout le monde peut y aller, il n'y a pas de raison d'exercer son droit de retrait. Je comprends complètement le fait que les personnels soient très vigilants sur ces questions. Ils ont eu parfaitement raison de réclamer les analyses, parfaitement raison de s'inquiéter, c'est tout à fait normal, mais les réponses ont été apportées, et surtout, la bonne nouvelle dans toute cette affaire qui ne comporte pas que des bonnes nouvelles, c'est le fait que tout pourra revenir à la normale à partir des vacances de la Toussaint, mais le Conseil régional d'Île-de-France, comme le rectorat de Créteil, vont évidemment suivre avec beaucoup de bienveillance le cas du lycée Georges Brassens. Et puis il y a par ailleurs le problème de l'amiante en général et de sa présence dans les établissements, avec les statistiques que vous avez données. Nous savons que ces statistiques ne portent que sur une partie des écoles et des établissements, et que d'autre part, ça ne signifie pas que toute cette amiante est dangereuse, fort heureusement. Mais il y a un sujet, je le reconnais bien volontiers. C'est pourquoi nous allons créer une cellule sur le bâti scolaire au ministère de l'Éducation nationale. Nous le ferons en lien avec le ministère des collectivités locales, nouvellement créé, Jacqueline Gouraud, et avec la Caisse des dépôts et consignations, pour fournir les conseils nécessaires. Et vous avez raison, ne pas se déresponsabiliser, mais travailler avec les collectivités locales pour avoir un jugement lucide sur ce qu'il y a à faire au cours des prochaines années. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Sabine Tillet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, ce soir même, les 27 chefs d'État et de gouvernement se réuniront à Bruxelles pour échanger, entre autres, sur le Brexit. Ce Conseil européen a été présenté par beaucoup comme celui de la dernière chance, tant le compte à rebours est désormais largement engagé. Le retrait effectif du Royaume-Uni de l'Union européenne interviendra le 29 mars 2019 prochain à minuit. Il reste donc moins de 6 mois pour nous préparer, pour anticiper tous les scénarios possibles, accord ou non accord. Malgré les efforts déployés de part et d'autre, la perspective d'un Brexit dur ne peut plus être exclue. Alors que les négociations se poursuivent, 2 exigences me semblent fondamentales. La première exigence, c'est l'unité. 1 an et demi après le déclenchement de l'article 50 du traité de l'Union européenne, l'Union a su rester rassemblée. Elle démontre que sur l'essentiel, lorsque son destin est en jeu, l'Union sait parler d'une seule voix. La seconde exigence, c'est l'anticipation. Un projet de loi a été présenté au Conseil des ministres la semaine dernière afin d'habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de préparation dans l'hypothèse où le Royaume-Uni sortira sans accord. Monsieur le ministre, un compromis est-il encore envisageable à ce stade de négociation ? Quelles seront les positions défendues par la France lors de ce Conseil, notamment pour préserver l'intégrité du marché unique ? Enfin, en cas de sortie sèche sans accord, comment le projet de loi proposé par le gouvernement permettra de limiter l'impact négatif du Brexit? Et surtout, comment mobiliser les acteurs concernés, opérateurs économiques, collectivités locales, administrations, pour qu'ils se préparent à cette échéance? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la présidente Sabine Tillet, mesdames et messieurs les députés, nous gardons confiance dans la négociation. C'est vrai que le temps presse, en raison en particulier de la nécessaire ratification
de l'accord de retrait par le Parlement européen et par le Parlement britannique, mais nous gardons confiance. Il y a ces derniers jours les négociations entre Michel Barnier, qui agit en fonction d'un mandat que nous soutenons, que soutiennent les 27. Les négociations entre Michel Barnier et les autorités gouvernementales britanniques ont été constructives, mais dimanche, comme vous le savez, le gouvernement britannique a estimé ne pas pouvoir souscrire à la proposition qui était faite concernant essentiellement d'ailleurs la question de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Nous souhaitons que cette difficulté soit dépassée. Et ce soir, les questions porteront entre autres sur ce sujet. Et j'imagine que les chefs d'État et de gouvernement attendront de la part de Mme May les engagements politiques nécessaires. Ceci étant, il faut se préparer à toutes les éventualités. La France souhaite être au rendez-vous d'un accord, mais elle a le devoir de se préparer au rendez-vous d'un échec. Et c'est pour cette raison que le Premier ministre a souhaité que Mme Loiseau et moi-même nous présentions un projet de loi qui a été présenté au Conseil des ministres il y a quelques jours pour permettre au gouvernement de procéder par ordonnance au cas où les négociations n'aboutissent pas, sur tous les sujets un peu difficiles concernant les infrastructures, les contrôles douaniers, le statut des Britanniques en France, des Français en Grande-Bretagne. Bref, tout cela fera l'objet d'un débat ici au Parlement et ce projet de loi vous sera proposé rapidement. Comme vous le voyez, nous souhaitons l'aboutissement, mais nous nous préparons à l'hypothèse d'un échec. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le Président. En quelques semaines, Paris a connu une multiplication inquiétante des agressions à caractère homophobe. Le 19 septembre, un couple d'hommes était insulté et frappé devant un théâtre du 20e arrondissement. Le 6 octobre, 2 hommes subissaient les coups d'agresseurs rue du Maroc dans le 19e arrondissement. Le 8 octobre, place de la République, un couple de femmes était frappé en raison de son orientation sexuelle. Le 13 octobre, un jeune homme était victime d'une violente agression dans le 15e arrondissement. Hier soir encore, une nouvelle agression homophobe a eu lieu près du métro Étienne-Marcel. Cette fois, c'est le président d'Urgence Homophobie qui s'est fait insulter et casser le nez. Ces actes de haine et de violence sont inadmissibles. Dans notre République, on ne peut pas accepter que des femmes et des hommes craignent pour leur sécurité en raison de ce qu'ils sont. Je veux dire avec force que la République les protégera toujours. Nous ne laisserons pas faire. La France est la patrie des droits de l'homme. Paris est la capitale de l'ouverture et de la tolérance, où chacun est libre de vivre sa vie comme il l'entend. L'homophobie n'est pas une opinion, c'est un délit. C'est un poison qui mine notre société. Je veux saluer le travail de la DILCRA et dans le climat actuel de tension et de violence, je souhaiterais que dans les commissariats, il puisse y avoir un référent en charge de ces actes de violence homophobes ciblés. Il nous faut lutter contre l'ignorance et contre l'intolérance en soutenant les associations. Il faut déconstruire dès l'école les préjugés et les stéréotypes. Au-delà de ce travail de fond, quels sont les moyens et les mesures immédiatement opérationnelles que le gouvernement compte prendre afin de mettre fin à ces violences homophobes insupportables? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre-Yves Bournazel, effectivement, vous l'avez souligné à juste titre, les actes homophobes connaissent une recrudescence de la même manière que les actes de violence gratuite. Et le gouvernement, dans sa totalité, condamne fermement et sans aucune réserve tous les actes homophobes, transphobes, LGBTphobes, où qu'ils aient lieu. Je voudrais rappeler que le rapport SOS Homophobie démontre une augmentation préoccupante de ces violences et c'est pour cette raison qu'avec le porte-parole du gouvernement, nous allons recevoir dans les heures ou les jours à venir l'ensemble des associations LGBT afin de les écouter et d'agir avec elles. Et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, suit
cette situation de très près. Avec la DILCRA que vous avez citée, monsieur le député, nous avons lancé cette semaine un appel à projet d'un montant de 2 millions d'euros en direction des associations pour faire en sorte de mettre en place des projets qui viennent compléter celui qui a été annoncé par le ministre Jean-Michel Blanquer de lutte contre l'homophobie dès l'école, ou les travaux qui sont menés avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, main dans la main, afin de lutter partout contre ce fléau. Je voudrais rajouter que le gouvernement lutte contre l'homophobie sur l'ensemble du territoire. Et c'est pour cette raison que lorsque j'ai délocalisé mon cabinet à Trappes avec la députée Nadia Hey, nous avons lancé également des subventions en direction des associations locales pour faire en sorte que partout en France, on protège les personnes et que personne jamais ne soit insulté, menacé, discriminé, frappé en raison de sa vie amoureuse. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Véronique Amerer. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre Jacqueline Gourault. Madame la Ministre, il était une fois la loi NOTRe. Promulguée en 2015, la législature précédente nous laisse pour héritage cette loi dont les conséquences se ressentent encore à ce jour. En dépit d'un objectif louable de mutualiser l'action de collectivités et d'assurer une continuité territoriale, ce qui aurait dû être un moteur s'est transformé en limite. Monsieur le Président de la République a posé un constat nécessaire. Il faut renouer la confiance entre l'État et les territoires. C'est un exercice noble, mais ô combien délicat que le vôtre, tant les collectivités, et en particulier nos territoires ruraux, ont bien besoin d'être rassurés. Car la loi NOTRe est paradoxale. Elle veut renforcer la décentralisation, mais se vit comme une opposition réelle à l'action de nos communes. De plus, si nous avons besoin de faire société, les besoins des Girondins ne sauraient pour autant être identiques à ceux des Rhodaniens. La redynamisation des territoires nécessite de les repenser. On ne peut pas tout attendre de l'État. La métropole doit jouer un rôle important aux côtés des départements. Alors cela nécessite une méthodologie qui concilie enjeux de territoire et confiance aux intelligences collectives. L'État ne s'affaiblit pas en se posant en facilitateur des actions territoriales. Il se renforce, tel un chef d'orchestre jouant notre partition républicaine au service de notre devise « Liberté, égalité, fraternité ». Avec 3 ministres dont l'action est entièrement dévouée à la cohésion des territoires, je suis heureuse et fière que le gouvernement fasse le choix d'écouter et considérer les territoires pour renforcer son action sur ce sujet qui est majeur. N'oublions pas que nos communes rurales sont au cœur du patrimoine culturel de notre pays. C'est pour ça, Madame la Ministre, Merci, Madame je vous demande quelle feuille de route... La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Véronique Amerer, je veux dire d'abord l'honneur qui est le mien d'avoir été nommée à la tête de ce ministère avec à mes côtés les ministres Sébastien Lecornu et Julien Denormandie. La création de ce ministère traduit l'ambition du Président de la République et du Premier ministre de répondre à la demande des associations d'élus et des territoires et de renouer une relation de confiance plus forte avec eux. Ce ministère sera le principal outil pour faire vivre une République véritablement décentralisée, à l'écoute de ces territoires et qui, comme vous l'avez dit, Madame la députée, n'appelle pas une réponse uniforme. Notre action sera constamment guidée par le souci d'assurer la cohésion des territoires et d'en recoudre les fractures, qu'il s'agisse des quartiers urbains en difficulté ou des territoires ruraux, des villes moyennes ou des métropoles, comme vous l'avez souligné. C'est enfin un ministère au service du parcours de vie de nos concitoyens, accès au logement, au réseau, aux services publics, mais également l'amélioration de leur cadre de vie. Je veillerai à ce que les actions déjà engagées par le gouvernement s'amplifient et soient mises en œuvre. J'ouvrirai aussi un dialogue permanent avec mes collègues ministres
pour que la cohésion des territoires trouve sa place dans l'ensemble des politiques publiques. La tâche est importante, la tâche est exigeante. Nous sommes à pied d'œuvre dès aujourd'hui pour incarner la réconciliation des territoires. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Gisèle Biémouret. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, notre engagement auprès des plus vulnérables doit être celui que l'on doit certes à la génération future, mais également à ceux qui souffrent aujourd'hui. En septembre dernier, vous nous avez présenté une stratégie destinée essentiellement à lutter contre la pauvreté des enfants. Les mots étaient ambitieux, les espoirs grands, mais les actes, eux, sont cruels. Car derrière les formules « faire plus pour ceux qui ont moins »,« État-providence du XXIe siècle », inégalité de destin, votre projet de budget, vos lois ne masquent plus les séductions du discours et les fissures du décor. Les associations sont aujourd'hui inquiètes du manque d'éléments concrets dans la mise en œuvre et l'évaluation de votre stratégie. Ce sont désormais les incohérences de vos choix qui ruissellent aux yeux des Français, au détriment de la justice sociale. Vos cadeaux ne sont pas gratuits. La désindexation des pensions de retraite, de l'AAH, de la prime d'activité et la non-revalorisation du RSA. Le miracle du reste à charge zéro qui fera augmenter fatalement les complémentaires santé. La loi Élan qui déstabilise durablement le modèle économique du logement social et fragilise son accès aux plus pauvres. Plus personne n'ignore combien votre politique favorise les plus riches. Comment pouvez-vous prétendre protéger les plus vulnérables sans mener pour chacun la bataille du pouvoir d'achat ? La cohésion sociale de notre pays est en train de s'affaisser sous les effets du modèle libéral que vous appliquez, quitte à produire une génération sacrifiée. En cette journée mondiale du refus de la misère, les députés socialistes déposeront une proposition d'expérimentation du revenu de base. 18 départements sont prêts. Nous sommes convaincus de la contribution que peut apporter les collectivités. Nous vous demandons aujourd'hui de soutenir cette proposition. Merci. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Gisèle Biémouret. D'abord, je souhaite saluer votre engagement dans le groupe d'études pauvreté, précarité et sans-abri, aux côtés de Nicolas Desmoulins. Et il est important aujourd'hui, effectivement, de rappeler que c'est la journée mondiale de lutte contre la misère et que cette misère ne concerne pas quelques personnes. 800 millions de personnes dans le monde, 9 millions de nos concitoyens, dont 3 millions d'enfants. C'est la raison pour laquelle nous avons présenté, vous le savez, une stratégie de lutte contre la pauvreté ambitieuse qui, certes, s'attaque aux inégalités dès la racine, dès la petite enfance, mais travaille aussi à améliorer le quotidien des personnes. Car nous le savons, la pauvreté est un combat. C'est un combat pour accéder au travail, pour accéder au logement, pour accéder à la santé. C'est un combat du quotidien, un combat pour accéder à une alimentation. Et donc, 4 axes sont travaillés dans la stratégie. Le budget que nous avons alloué est le plus ambitieux, jamais alloué par un gouvernement à une stratégie de lutte contre la pauvreté. 8,5 milliards d'euros qui seront investis sur 4 ans pour travailler sur l'égalité des chances dès la petite enfance, pour offrir un parcours de formation garanti pour tous les jeunes, pour aller vers des droits sociaux plus accessibles, plus équitables, plus incitatifs à l'activité. Et nous créons, vous le savez, le revenu universel d'activité sur lequel nous allons travailler dans les 2 ans qui viennent. Et enfin, pour mieux accompagner les personnes vers l'emploi, c'est investir vers l'insertion sociale. Je le rappelle, c'est un investissement sans précédent. À côté de la stratégie, évidemment, les mesures portées par Jean-Michel Blanquer pour l'éducation, l'accès à la formation, les mesures portées par Muriel Pénicaud pour évidemment l'accès à la formation tout au long de la vie, les mesures que je porte dans le champ de la santé avec le reste à charge zéro et l'accès aux complémentaires santé qui seront votées, je l'espère, par votre groupe dans le PLFSS à venir. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Philippe Berta. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la Ministre, la dernière livrée de la revue internationale The Lancet, qui fait autorité en médecine, lance un cri d'alarme sur l'augmentation des naissances par césarienne sans indication médicale avérée.
Ainsi, en 15 ans, le taux de naissance par césarienne n'a plus que doublé. Dans certains pays comme le Brésil, la césarienne est même devenue le mode d'accouchement majoritaire, et même largement majoritaire. Beaucoup de raisons non médicales peuvent expliquer cette tendance, comme le confort de la programmation du moment de l'accouchement ou des tarifs plus attractifs. Une meilleure compréhension des effets de la césarienne sur la santé des mères et des enfants devient cruciale. La prévalence de la morbidité et de la mortalité maternelle est plus forte en cas de césarienne. Et de plus, ces dernières années, on vu la publication de diverses alertes sur la santé des enfants en lien avec les grandes pandémies actuelles. Altération de leur développement immunitaire, augmentation de leur susceptibilité à l'asthme et aux allergies, réduction de la diversité de leur microbiote intestinal qui pourrait justifier une fraction de la pandémie d'obésité actuelle. Ou encore, moins bonne imprégnation hormonale, en particulier d'ocytocine, dont on sait le caractère essentiel pour le développement neurologique du nouveau-né et qui pourrait contribuer à certaines formes d'autisme. Ces observations s'ajoutent aux questionnements légitimes sur la composition chimique du liquide amniotique dans l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui. En résumé, c'est un nombre toujours plus croissant de travaux scientifiques qui nous alertent sur l'importance de la vie intra-utérine et également l'importance de la parturition, c'est-à-dire de l'accouchement. En France, l'enquête nationale périnatale 2016 se veut rassurante et indique une stabilisation du taux de césarienne depuis 2010. Mais celle-ci se fait à un taux élevé de plus de 20% des naissances et masque la disparité dans les maternités. Je sais votre intérêt pour la santé de la femme enceinte et de son enfant. Envisagez-vous, au vu des avancées récentes, d'accentuer cette politique de prévention axée sur la vie intra-utérine et sur l'accouchement? Merci. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Berta, merci de poser cette question. Effectivement, la France affiche aujourd'hui un taux de césarienne de l'ordre de 20,2%, c'est stable, c'est mieux que la plupart des pays, mais pour autant, cela masque d'immenses disparités territoriales. Et dès 2012, le ministère de la Santé, avec la Haute Autorité de Santé, s'était penché sur ce problème et avait développé un programme d'optimisation de la pertinence des actes de césarienne. La Haute Autorité de Santé avait élaboré un guide de bonne pratique, des recommandations ainsi que des documents d'information pour les femmes. Et une expérimentation a été portée de 2013 à 2014. Elle a intégré 165 maternités françaises, soit un tiers des maternités. Et elle a montré que lorsque ces maternités sont accompagnées vers les bonnes pratiques, en réalité, les pratiques évoluent, les pratiques changent. Dans ces maternités, maintenant, les indications de césarienne sont discutées entre plusieurs professionnels. Ce sont des décisions collégiales. Cette expérimentation, elle a été pérennisée. Elle va être valorisée dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens entre les agences régionales de santé et les établissements de santé qui pratiquent de l'obstétrique. Et surtout dans le cadre du plan de santé présenté par le Président de la République, Ma Santé 2022. Nous avons un axe prioritaire qui concerne la pertinence des soins, c'est-à-dire le bon soin au bon patient. Nous allons évidemment valoriser les bonnes pratiques. La pertinence des soins est un enjeu prioritaire de la réforme de la santé et les établissements seront bien entendu accompagnés dans cette démarche d'amélioration et d'optimisation. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Catherine Hausson. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Telle est la phrase inscrite sur le parvis des droits de l'homme. Nous célébrons ce 17 octobre la journée mondiale du refus de la misère. Pour la députée que je suis, élue d'une circonscription du Nord qui comprend une des villes les plus pauvres de France, il s'agit d'un moment important qui prend tout son sens. Initiée par le fondateur de l'association ATD Quart Monde, cette manifestation vise à faire entendre la voix des plus démunis. Aujourd'hui, ce sont plus de 8 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, dont, comme vous le savez, une majorité de femmes et de jeunes. Cette journée est l'occasion de leur donner la parole. Refusons ensemble la misère, nous tous, pour eux, car eux aussi, ils sont la République. Refusons-la, pas seulement en ce jour, mais tous les jours à venir.
Aujourd'hui, des centaines d'initiatives sont organisées en France et partout dans le monde. Et des milliers de citoyens se rassemblent pour dire le refus de la fatalité. Je veux rendre devant la représentation nationale un hommage vibrant à toutes les associations et à tous les militants de cette cause qui consacrent leur vie à venir en aide aux plus démunis. Ce sont des exemples pour nous tous et une incitation constante à agir. Je sais, Madame la Ministre, qu'il s'agit d'un problème qui vous tient à cœur. Le Président de la République a présenté le 13 septembre dernier un plan de lutte contre la grande pauvreté doté de 8 milliards d'euros et qui comprend 3 grands piliers d'action des pouvoirs publics: éducation, prévention et le retour au travail. Madame la Ministre, comment comptez-vous mettre en œuvre concrètement ce plan ambitieux pour atteindre l'objectif fixé par le Président de la République de suppression de la pauvreté en une génération? La parole est à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Je voudrais tout d'abord vous dire combien je suis honorée d'avoir été nommée secrétaire d'État auprès de Madame Buzyn et ainsi d'intégrer le gouvernement. Madame la députée Catherine Hausson, je vous remercie pour votre question qui me permet de compléter les propos qui viennent d'être à l'instant apportés. La ministre l'a en effet rappelé, nous agissons dès la petite enfance pour suspendre la reproduction des inégalités sociales, mais nous agissons aussi sur l'accompagnement pour permettre à chacun de s'émanciper et de vivre dignement. Et c'est sur cela que je voudrais insister. Chaque année, 60 000 jeunes deviennent des perdus de vue. Ils ne sont ni à l'école, ni en formation, ni en emploi. Que faisons-nous pour ces jeunes? Nous étendons l'obligation de formation jusqu'à 18 ans. Aucun jeune ne pourra désormais se retrouver sans solution. La garantie jeune bénéficiera à 500 000 nouveaux jeunes au cours du quinquennat grâce à un investissement de 100 millions d'euros. Il y aura un repérage des jeunes décrocheurs en continu pour les établissements scolaires. Pour les 3 000 jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance et qui se retrouvent seuls, sans solution, nous étendons le dispositif jusqu'alors apporté aux jeunes adultes de 18 à 21 ans. Ces mesures trouveront un écho avec les réformes majeures du marché du travail, de la formation professionnelle et de l'apprentissage qui ont été menées par Muriel Pénicaud et soutenues par la majorité. Et parce que trop de familles, trop de travailleurs pauvres, de personnes en situation d'exclusion méconnaissent leurs droits, nous simplifions les droits sociaux. Le nouveau système sera plus accessible, plus équitable et plus incitatif à l'activité. Le cœur même de notre politique sociale n'est pas que les plus pauvres vivent un tout petit peu plus mieux dans la pauvreté, c'est qu'ils s'en sortent durablement. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Christophe Lagarde. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Vous vous êtes rendu au Lilas dès votre nomination, Monsieur le ministre de l'Intérieur, dans ce qu'on appelle le premier district policier de la Seine-Saint-Denis, où malheureusement des affrontements entre bandes qui se généralisent dans ce département et qui sont trop réguliers venaient d'avoir lieu et ont attiré l'attention de l'actualité avec le décès Consley. Je veux vous dire que quand on est au Lilas, on est juste de l'autre côté du périphérique. Et quand on est de l'autre côté du périphérique, on est à Paris. À Paris, il y a 4 fois plus de policiers qu'en Seine-Saint-Denis. Et même si on tient compte des contraintes particulières de la ville de Paris avec la surveillance de bâtiments officiels, en réalité, il y a au moins 2 à 3 fois plus de policiers pour un Parisien qu'il n'y en a que pour un habitant de la Seine-Saint-Denis. Je veux vous le dire, Monsieur le ministre de l'Intérieur, puisque vous venez d'arriver dans vos fonctions, vous n'êtes pas responsable de cette situation. Mais je pense que ce n'est pas le seul endroit de France où la répartition des effectifs n'est pas adaptée et n'est pas toujours équitable pour garantir une véritable égalité à nos concitoyens. Mais pour revenir à ce premier district de la Seine-Saint-Denis, et puisque vous venez de le visiter, j'imagine que vous avez entendu que dans ce district, les citoyens français ne peuvent plus porter plainte le week-end dans leur commissariat faute d'officier de police judiciaire et doivent se rendre à un commissariat à quelques kilomètres de chez eux. Bref, en réalité, ils n'ont plus accès à la même sécurité. Pire encore, les brigades anticriminalité de ce district n'opèrent plus par commissariat mais ont été regroupées faute d'effectifs qui sont en chute libre. Pire encore, il y a encore quelques semaines de cela, la préfecture de police expliquait qu'on allait supprimer des commissariats et les regrouper. Dans l'endroit le plus criminogène de France,
On a le droit à la sécurité et à la présence policière comme partout ailleurs en France. C'est ce que j'attends et c'est ce que j'imagine beaucoup de parlementaires et de citoyens de notre département attendent du nouveau ministre de l'Intérieur. Aurez-vous, Monsieur le ministre, à cœur de donner la garantie qu'à Paris ou ailleurs, on ait les mêmes droits à la sécurité, le même droit à la présence des policiers? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Lagarde, je vous réponds, vous êtes président de groupe, c'est l'usage, je réponds toujours au président de groupe. Comme vous le savez, Monsieur le Président, le 25 septembre dernier, j'ai eu l'occasion de recevoir à Matignon l'ensemble des députés et des sénateurs, quelle que soit la formation politique à laquelle ils appartiennent, l'ensemble des députés et des sénateurs de Seine-Saint-Denis, pour évoquer avec eux à la fois le rapport qui avait été rédigé par messieurs Cornu-Gentile et monsieur Peu, pour étudier à la fois le contenu de ce rapport et faire un point avec vous de la situation, des attentes, des sujets d'inquiétude que vous souhaitiez évoquer avec le Premier ministre. Je dois dire, Monsieur le Président Lagarde, que j'ai apprécié cet échange. Il était marqué par le souci de la responsabilité collective, par la très lourde responsabilité qui est la nôtre collectivement pour apporter des réponses crédibles et efficaces à la concentration de difficultés qui existent dans le département dans lequel vous êtes élu. J'ai relevé, je le dis tout de suite, d'emblée, sans aucune naïveté, j'ai relevé que tous les parlementaires, quels que soient les groupes et quelle que soit l'Assemblée dans laquelle ils siègent, ont fait état de ce que, bien sûr, la Seine-Saint-Denis concentrait des difficultés en termes d'éducation, en termes de pauvreté, en termes de soins et d'accès aux soins, en termes de sécurité, bien entendu. Mais qu'ils considéraient tous qu'il y avait en Seine-Saint-Denis un potentiel, une chance pour notre pays qui était considérable. Je l'ai retenu, je partage cette conviction. Vous évoquez la question plus spécifique de la sécurité, car nous savons tous que cette question s'exprime ou s'incarne malheureusement en Seine-Saint-Denis dans des conditions très particulières. Vous relevez le fait curieux et insatisfaisant que la densité des forces de l'ordre est inférieure dans un département qui connaît beaucoup de difficultés à celle qui prévaut dans d'autres départements, et notamment Paris. C'est malheureusement une donnée ancienne, vous avez d'ailleurs eu l'honnêteté de le souligner, et c'est une donnée sur laquelle nous devons travailler. Je voudrais aller dans votre sens en rappelant deux choses. D'abord, le fait que le développement des effectifs de la police nationale trouvera en Seine-Saint-Denis un champ naturel d'expansion, puisque d'ores et déjà, je crois depuis le mois de septembre, des effectifs supplémentaires ont été affectés à un certain nombre de commissariats de la Seine-Saint-Denis. Mais que, bien entendu, au fur et à mesure des recrutements, nous continuerons à, non pas rattraper un retard qui est ancien, probablement pas complètement, mais en tout cas à compenser cette sous-densité. Deuxième chose, que la Seine-Saint-Denis, car la question ne peut pas être exclusivement sécuritaire, que la Seine-Saint-Denis bénéficie à plein, et c'est très bien, et c'est très juste, des mesures prises pour le dédoublement des classes en CP et en CE1. C'est la construction de l'avenir. Ça ne produit pas immédiatement un résultat, nous le savons, mais c'est la construction de l'avenir et c'est une excellente mesure. Vous savez aussi que la totalité du département de la Seine-Saint-Denis bénéficie de l'expérimentation sur les emplois francs. C'est le seul département qui, dans son ensemble, bénéficie de cette expérimentation et j'espère que les résultats en termes de retour à l'emploi, d'accès à l'emploi seront au rendez-vous. Nous devons faire connaître ce dispositif. Il est extrêmement avantageux et il est extrêmement adapté à la réalité et aux difficultés d'accès à l'emploi en Seine-Saint-Denis. Enfin, Monsieur le Président, puisque je peux conclure sur le sujet, je voulais vous dire que j'ai pris un engagement auprès de l'ensemble des parlementaires de Seine-Saint-Denis à la fin de ce déjeuner, celui de créer une façon de travailler avec les parlementaires, mais bien entendu avec les collectivités territoriales, pour aborder concrètement et de façon crédible ces questions. Avec la ministre de la Cohésion des Territoires, avec l'ensemble des ministres concernés, l'Intérieur, la Santé, l'Éducation, nous aurons l'occasion de vous faire des propositions sur une méthode nous permettant d'avancer et de pouvoir, dans le temps, mesurer nos résultats en Seine-Saint-Denis. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Jacqueline Dubois.
Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, vous avez dévoilé les résultats des évaluations nationales pour les classes de CP et CE1. Ces évaluations, lancées le 17 septembre dernier, auprès d'1 600 000 élèves, portaient sur les connaissances en français et en mathématiques. Elles ont eu le mérite de donner des indicateurs actualisés sur le niveau scolaire de nos élèves. Ainsi, en début de CP, près de 23% des élèves ont des difficultés à reconnaître les lettres et le son qu'elles produisent. En classe de CE1, un élève sur deux connaît des difficultés en calcul mental et 30% d'entre eux lisent moins de 30 mots par minute, alors que l'objectif national est de 50 mots. Ces constats partiellement controversés résonnent tel un nouveau signal d'alarme. L'an dernier, une étude du Programme international de recherche en lecture scolaire alertait sur une baisse des compétences en lecture et en compréhension des écoliers français. C'est pourquoi il convient de définir aujourd'hui les directions à suivre pour faire évoluer les méthodes d'enseignement et les conditions d'apprentissage. Rectifier le tir est d'autant plus urgent qu'il existe une corrélation importante entre les différences de niveau et les parités sociales des enfants. À ce jour, notre système scolaire semble être, hélas, incapable de résorber ces inégalités, comme le souligne le rapport de la Cour des comptes sur l'évaluation de l'éducation prioritaire publié ce matin. Monsieur le ministre, vous avez présenté en début de semaine les grandes lignes du projet de loi École pour la confiance qui sera prochainement débattu au Parlement. Quelles seront les mesures retenues pour mettre un terme à cette tendance et redonner à nos élèves toutes leurs chances? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Jacqueline Dubois, votre question porte sur l'évaluation et au travers de l'évaluation sur l'évolution de notre système scolaire. Vous le savez, la priorité des priorités est l'école primaire, de façon à permettre que chaque enfant de notre pays sorte de l'école primaire en sachant réellement, solidement lire, écrire, compter et respecter autrui. Pour ceci, il n'y a pas une recette, il y a une série de mesures à prendre. Nous en avons pris déjà un certain nombre et d'autres seront dans la loi que vous avez évoquée. Parmi les choses qui ont été faites, il y a évidemment le dédoublement des classes de CP et de CE1 qui touche aujourd'hui 190 000 élèves parmi les plus défavorisés de France. Et l'année prochaine, ce sera 300 000. C'est donc une mesure massive pour lutter à la racine contre les inégalités. Le deuxième élément d'évolution, c'est les évaluations. Et les résultats que vous venez de dire sont évidemment extrêmement intéressants. Ils sont intéressants parce qu'ils ne doivent pas nous alarmer, mais nous permettre d'agir. Ils sont très cohérents avec ce que nous disent habituellement les enquêtes internationales. Sauf que ces enquêtes se produisent à l'âge de 15 ans et qu'elles arrivent a posteriori. Cette fois-ci, nous avons en début de CP et en début de CE1 les éléments précis, très précis, sur chacune des compétences qui sous-tendent la lecture, l'écriture et le calcul. Ceci est absolument fondamental parce que ça veut dire que chaque professeur des écoles en France aujourd'hui a le portrait de son élève et peut ainsi agir tout au long de l'année pour l'aider à progresser. C'est aussi un outil de communication entre le professeur et la famille. C'est donc aussi une des vertus que nous attendons de ce qui vient de se passer. Et puis cela va déclencher de l'aide personnalisée pour chacun des élèves. Ceci sera complété par les mesures qui sont dans la loi que vous avez mentionnées. Le projet de loi que je vous présenterai prévoit notamment l'instruction obligatoire à 3 ans, c'est-à-dire mettra l'accent sur l'école maternelle, cette école maternelle qui est si importante et qui prépare ensuite à réussir sa scolarité pour tous les élèves. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Bernard Saint-Pastous. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre Jacqueline Gourault. Vendredi dernier, le Conseil national de la montagne, présidé par le Premier ministre, était installé au Puy-de-Dôme. Lieu de concertation privilégié entre le gouvernement et les représentants de la montagne sur les politiques à mettre en œuvre, le Conseil national de la montagne est consulté sur les projets de textes spécifiques à la montagne. Vous connaissez, Madame la Ministre, l'engagement des élus de la montagne, toujours mobilisés pour les spécificités de notre territoire, que nos spécificités de nos territoires soient prises en compte dans l'ensemble des politiques publiques. Car, en couvrant 30% du territoire national et en réunissant près de 8,5 millions d'habitants, les espaces de montagne sont bien souvent le révélateur des difficultés subies par l'ensemble de nos territoires.
Déserts médicaux, fractures numériques, problèmes de mobilité, fermeture des services publics, détresse des agriculteurs face à la prolifération des actes de prédation. Ces difficultés donnent parfois aux habitants et acteurs de la montagne le sentiment de ne pas avoir été suffisamment entendus. Nous nous devons aujourd'hui de répondre à de nombreux défis structurels, celui du vieillissement des populations de montagne qui menace l'équilibre de nos territoires, celui aussi du réchauffement climatique. Nous devons accompagner nos stations pour qu'elles se réinventent. En comptant sur l'appui du Conseil interministériel du tourisme, il faudrait pouvoir réunir régulièrement les acteurs du tourisme en montagne. Lieu de production agricole au cœur de la biodiversité, riche de traditions fortes comme le pastoralisme, socle de l'économie blanche et lieu d'attractivité touristique. La montagne ne doit pas être vue simplement comme un territoire où l'on skie et randonne quelques jours par an. C'est un véritable lieu de vie avec ses richesses et ses difficultés. Alors, Madame la Ministre, pouvez-vous nous éclairer sur les ambitions du gouvernement pour renforcer la cohésion dans et avec nos territoires de montagne? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député. À mon tour, permettez-moi de féliciter votre rapporteur général, Joël Giraud, pour son élection comme président de la commission permanente de ce Conseil national de la montagne, qui est un organe reconnu par tous les élus de la montagne, quelles que soient les tendances politiques, puisque vous cherchez à y bâtir des consensus importants sur les questions qui vous concernent. Demain, je serai au congrès de l'ANEM. J'aurai l'occasion de revenir dans le détail, monsieur le député, sur les enjeux que vous avez listés. S'il fallait en mettre trois priorités directement sur la table, la première serait bien évidemment la question du désenclavement, du sentiment d'enclavement, voire d'assignation à résidence. C'est toute la question des accès, dans la continuité de ce que Julien de Normandie a déjà enclenché ces derniers mois, avec la question de la téléphonie mobile, du numérique, la question également du plan Masse Santé 2022 initié par Agnès Buzyn, et nous y reviendrons dans les jours qui viendront. La deuxième priorité, c'est bien évidemment la question du défi climatique, de la prévention des risques, question de l'alimentation en eau, que cela soit sur le petit cycle comme sur le grand cycle. Et là aussi, des moyens importants ont été mis sur la table ces derniers jours, avec une augmentation de 50% des crédits des agences de l'eau pour les territoires ruraux, et donc en particulier les territoires montagnards. À noter que le ministre d'État François de Rugy a décidé la conclusion, la négociation de 2 contrats de transition écologique spécifiques aux territoires de montagne. Et la troisième priorité, c'est bien évidemment la mise à l'échelle, territoire par territoire, en repartant justement de la montagne et non de Paris. C'est toute la question de l'expérimentation, de la simplification, de l'adaptation sur lesquelles nous travaillons avec Jacqueline Gourault. Dans les jours qui viendront, nous sortirons le fameux décret sur les pneus neige. Les préfets vont nous faire remonter un certain nombre de propositions sur le sujet. Et d'ores et déjà, le droit d'alerte permet de travailler sur le développement des énergies renouvelables dans les refuges de montagne. Là aussi, c'était une ancienne demande. Là aussi, nous avançons concrètement. Merci, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Rémi Delattre. Merci, monsieur le président. Monsieur le Premier ministre, le diesel plus cher à la pompe que l'essence, du jamais vu. Voilà ce que la presse de notre pays titre depuis 2 jours. Du jamais vu en effet, et pourtant cette augmentation, les Français, eux, l'ont bien vu venir. Ils l'ont vu venir à travers vos discours de culpabilisation permanente de ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller au travail, surtout en milieu rural. Ils l'ont vu venir avec vos mesures fiscales punitives. 3,7 milliards d'euros d'augmentation des taxes sur les carburants des particuliers en 2018. 2 milliards d'euros supplémentaires prévus dans votre budget 2019. Soit d'ici 2022, près de 15 milliards d'euros de hausse des taxes sur les carburants. Ainsi, au-delà de la flambée du baril de pétrole, la hausse des taxes sur les carburants de votre seule responsabilité représentera pour un couple avec 2 enfants une perte de pouvoir d'achat de 600 € par an sur le diesel, 300 € sur l'essence. En regard de ce prix à la pompe exorbitant, votre prime à la conversion est une goutte d'essence. Monsieur le Premier ministre, les Français attendent de vous que vous harmonisiez vos choix budgétaires avec vos publicités en faveur du pouvoir d'achat. Et si je puis me permettre, ils aimeraient vous croire. Or, hier, hélas,
Vous avez rejeté notre proposition d'instaurer le ticket carburant pour nos compatriotes les plus modestes. Alors ce soir, allez-vous, oui ou non, soutenir l'amendement de gel des taxes sur les carburants en 2019 présenté par les Républicains? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Rémi Delatte, vous êtes élu d'un département rural, je le suis également. Et j'ai conscience, comme vous, des difficultés que cela peut poser pour tous ceux qui travaillent, de prendre leur véhicule et de payer plus cher leur essence ou leur diesel à la pompe. Mais je vais vous dire, Monsieur le député, et je connais votre honnêteté intellectuelle, soit la maison brûle, soit elle ne brûle pas. Mais si la maison brûle, il est temps de s'en occuper et d'apporter des réponses. Tous les partis politiques ici ont proposé, Monsieur Delatte, une trajectoire carbone pour que nous réduisions l'utilisation d'énergies fossiles. Tous les partis politiques ici sont soucieux de lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est l'honneur et c'est la fierté de cette majorité d'avoir le courage de le mettre en œuvre. Parce que oui, il est temps de prendre à bras-le-corps le problème climatique et de faire en sorte que notre croissance soit durable. Et vous auriez pu rajouter, Monsieur Delatte, que pour tous ceux qui travaillent, nous avons fait en sorte que la rémunération soit plus élevée. Pour tous ceux qui travaillent, nous avons fait en sorte que la feuille de paye à la fin du mois soit plus élevée parce que nous voulons que le travail paye. Et nous avons prévu d'accompagner tous ceux qui, aujourd'hui, voudraient participer à cette lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons augmenté le crédit d'impôt à la transition énergétique. Nous avons augmenté le chèque énergie, il va le passer de 150 à 200 € par moyenne en 2019 pour accompagner les ménages les plus modestes. Et la prime à la conversion que vous devriez soutenir est un immense succès. 250 000 ménages en ont profité cette année. Et je souhaite qu'elle soit encore plus efficace. Et comme le ministre d'État, ministre de la Transition écologique, je souhaite qu'elle soit renforcée pour tous les véhicules hybrides rechargeables afin que nous gagnions ensemble ce combat contre le réchauffement climatique et pour la transition énergétique. Rejoignez-nous dans ce combat, nous avons besoin de tout le monde. Merci, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour 10 minutes.